premières pages de l'album, ils ont écrit une petite note biographique et la première phrase de Valérie, c'est « Je ne sais pas dessiner ». Alors, voici pourquoi Francis a été appelée en renfort, mais elle sait beaucoup de choses et elle a une particularité professionnelle, professeure de sociologie à l'Université de Montréal. Et au fond, c'est une femme qui a développé depuis une vingtaine d'années une expertise autour du pluralisme religieux en France comme ici. C'est donc Salomé est vraiment issue de sa propre vie. Sa Salomé, elle la connaît personnellement. Et c'est donc avec cet enfant-là qu'elle a eu cette idée de nous donner une bande dessinée qui parle de s'établir dans un quartier où il y a un voisinage très différent. Donc, Valérie Amirault, merci d'être avec nous ce soir et merci d'avoir eu cette belle idée. Et son complice et son compère, Francis Desharnais. Francis n'est pas un local. Il habite Québec, ma ville natale. On lui pardonne quand même. Rien n'est parfait, mais il y a pas mal de talent. Vous allez voir, il a plusieurs BD à son actif, dont une qui l'a, ma foi, rendue quasi célèbre, pour lequel il a remporté un certain nombre de prix. Alors, la première, vas-y, montre-les aux gens. Donc, les 2 tomes de Burquette. Burquette, il va nous expliquer tout à l'heure, c'est un peu comme l'ancêtre d'une certaine manière. Il a aussi illustré les chroniques d'une fille indigne que vous connaissez peut-être. Il faut le monter, les gens derrière. Ah oui, peut-être même qu'on devrait parler debout. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça va. Vous, c'est pas votre genre. Et puis ici, il y a le Motel Galactique. Est-ce que c'est un point d'interrogation? Non, c'est un 2. C'est un 2. Motel Galactique 2, bande dessinée pour adultes cette fois. Donc, Francis Desharnais, bonjour. Alors, évidemment, vous l'expliquez bien en intro, d'où est venue l'idée, mais je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie pour nos amis ce soir. Comment a germé cette idée, mais surtout, comment avez-vous travaillé ensemble pour accoucher de cette BD jeunesse? Je commence? Commence, parce que sinon, c'est moi qui parle tout le temps. OK. Donc, merci personnellement d'être venus si nombreux ce soir à Outremont. En fait, ça a commencé quand, justement, j'ai sorti la bande dessinée Burquette. La bande dessinée Burquette, pour la résumer rapidement, c'est l'histoire d'un père qui est un espèce d'intellectuel raté qui trouve que son adolescente de 14 ans est trop superficielle. En fait, c'est juste une jeune fille comme toutes les jeunes filles, normale, tout à fait normale, mais pour son père, l'univers culturel dans lequel elle s'est mise, dans lequel elle évolue, c'est épouvantable. Donc, il décide de lui imposer le port de la burqa pour un peu lui apprendre qu'il y a d'autres façons de vivre, qu'il y a d'autres façons d'être sur Terre, si on veut. Donc, je suis toujours mal à l'aise quand j'explique le thème de Burquette parce que ça a l'air complètement épouvantable comme livre et ça a l'air pas du tout rigolo. Mais ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que c'est un livre sur le choc des cultures. C'est que je prends mon petit personnage qui porte sa burqa et je la mets dans différentes situations, à l'école, dans sa famille, même dans une émission de télé-réalité. Je la mets dans toutes sortes de situations et j'essaie de voir c'est quoi les réactions, les gens qui comprennent ce qui se passe, les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, toutes les différentes, justement, les différentes réactions possibles à ce phénomène-là. Et puis, cette approche-là a beaucoup plu à Valérie, qui m'a approché, qui m'a interviewé pour son site, ce qui est le site de... Le site de la chaire.
la chaire de recherche qui va vous expliquer. Et puis, en discutant, elle m'a dit « Ah, ben, j'ai une idée comme ça, j'aimerais bien, moi j'habite Outremont depuis pas très longtemps, puis il y a ma fille qui me pose vraiment beaucoup de questions sur la communauté hassidique, alors il me semble que ça ferait un bon livre, tout ça. » Fait que là, au début, c'était comme « ouais. » Parce que, bon, j'avais beaucoup d'autres projets en tête, alors de tout de suite embarquer sur un thème encore... on va dire touché, oui, on va dire en bon français. J'étais pas forcément partant à prime abord, mais en même temps, j'avais une curiosité. En même temps, j'avais des interrogations sur cette communauté-là aussi. Et je voyais, je sentais que je pouvais avoir la possibilité, même en étant de Québec, même en étant un touriste à Outremont, ayons pas peur des mots, je pouvais avoir la possibilité, peut-être moi-même, de rencontrer un peu des gens appartenant à cette communauté-là. Donc, c'est vraiment ce qui m'a intéressé à prime abord, en plus de travailler avec Valérie Amirault, qui est un bonheur total. Donc, c'est ce qui a fait que petit à petit, ben, on a quand même monté un peu le projet. Le projet, au départ, était supposé être un livre vraiment jeunesse pour enfants, mais qui a évolué vers une bande dessinée. Ensuite, on a fait des recherches pour avoir le meilleur éditeur possible. On a eu la chance de tomber sur Bayard, qui a accepté de publier le livre. Et bon, ça, c'est un peu pour faire l'histoire du... Mais c'est un projet, Valérie, qui a mûri dans votre tête, ai-je lu, en 2010. Et donc, c'est un projet que vous avez porté, d'abord vous, et puis ensuite avec Francis, pendant 5 ans. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être si patient et d'être venu en si grand nombre. C'est très touchant de voir que plusieurs mois après la sortie, on arrive encore à intéresser des gens. Moi, j'ai l'impression que plus personne n'a envie d'en parler de ce livre. Donc, merci. I'm sorry we were speaking French, but if you need some English explanation, fine. Donc, le livre est né des questions que posait ma fille qui... Pendant le livre, les questions que vous voyez dans le livre sont des questions qu'elle a posées entre l'âge qu'a Anaé en ce moment, 4 ans, et l'âge qu'a Iloé, maintenant, 8 ans, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, c'est à peu près dans cet intervalle-là, en 4 ans, qu'elle m'a posé plein de questions. Et la raison pour laquelle on a mis beaucoup d'années à trouver les moyens que ça devienne ça, et non pas un projet dans nos têtes, c'est qu'il faut de l'argent pour faire tout ça, et ça prend du temps, et que c'était pas évident. Les gens qu'on a contactés dans un premier temps trouvaient que c'était trop sensible, que c'était trop politique, ils ne comprenaient pas le projet, ils voulaient qu'on fasse un manuel ou qu'on fasse un truc vraiment bébé. Et nous, on tenait à notre idée. Donc voilà, c'est juste parce qu'on a persévéré. Et puis parce que les questions... Moi, ce qui m'intéressait, c'est que je suis prof de sociologie à l'Université de Montréal. Je travaille sur le pluralisme religieux et surtout sur les questions que pose la présence d'une minorité musulmane en Europe et ici. Et j'étais un peu frustrée de voir que tout ce que je pouvais raconter dans mon univers professionnel... ça atteignait un public qui était restreint, qui était celui de mes collègues, ceux qui acceptaient de lire des ouvrages scientifiques pas toujours très rigolos, et que ma fille avait, parce que c'était un enfant à l'époque tout petit, et qu'elle était assez franche sur les questions qu'elle se posait, avait une manière un peu directe de formuler des choses qui, moi, m'interpellaient par ailleurs sur le plan universitaire. Donc c'était aussi de trouver les moyens de relayer son discours en restant très fidèle à ce qu'elle était, et de pouvoir toucher un public concerné par les questions qu'elle soulevait. Donc, au départ, en faire un livre pour la jeunesse, mais finalement, si tout le monde trouve son pied, c'est parce que les adultes ont beaucoup de plaisir à parcourir, au fond, ces petits chapitres qui racontent toutes sortes de situations. Donc, ça a migré vers un projet plus adulte, grand public. Ça a changé, oui, ça a migré vers un projet plus grand public, mais parce que je pense que les questions que posent les enfants sont les questions que se posent plein d'adultes, sauf que les enfants osent les poser et les adultes les formulent peut-être de manière plus polémique ou plus compliquée. Ou là, c'est la question, ça s'appelle Salomé et les hommes en noir. Alors le titre, il y a plein de gens qui nous ont dit, tiens, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est la première question qu'a posée Salomé quand on a commencé à se promener dans Outremont, c'est qu'elle m'a dit, mais pourquoi ils sont tous en noir ? Parce qu'on est arrivé en plein été, il faisait chaud et les gens étaient habillés en noir. Et c'est une question qui est une question tout à fait prosaïque et pas conceptuelle du tout.
et qui appelait une réponse. Alors, c'est pas évident d'y répondre, hein. D'ailleurs, dans le livre, j'espère que pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui sont curieux, vous verrez bien que l'objectif n'est pas du tout de faire des leçons ou de donner des réponses à toutes les questions. L'objectif, c'est vraiment de dire, il est légitime d'avoir des questions, il faut juste pas les garder pour soi, et il faut plutôt aller vers des interlocuteurs qui seront capables, un, de vous écouter, et deux, de discuter avec vous. Après, la réponse, elle viendra peut-être pas. Moi, j'ai jamais donné de réponse définitive à Salomé sur pourquoi ces hommes s'habillent en noir, mais c'est resté l'appellation pendant très longtemps parce qu'elle n'osait pas dire les Juifs. Parce que là d'où on venait, en France, quand on croise des gens qui sont habillés différemment et qu'on peut associer à cette religion-là, on ne dit pas les Juifs dans la rue. On ne dit pas « j'ai vu des Juifs ». Donc elle les avait appelés les hommes en noir parce qu'elle sentait qu'elle venait d'un contexte où il y avait un très fort interdit sur la façon de parler publiquement de ça. Et en même temps, elle avait envie juste de poser des questions et de comprendre. Et après, de discuter avec d'autres de ses copains, parce que le petit personnage de Simon qu'a inventé Francis, il sert un peu à ça. Il sert à montrer que ces questionnements qui sont tout à fait spontanés et qui sont peut-être perçus comme légitimes parce qu'ils viennent d'un enfant, ils sont tout aussi présents chez des gens qui habitent ici, mais qui prennent peut-être plus la peine de regarder ce qui se passe autour d'eux. Alors, Francis, dites-moi, quelle est votre scène préférée? Qu'est-ce qui a été le plus trippant à dessiner ou à raconter? Parce qu'on doit toujours avoir un petit faible pour un bout, non? Non. Non? Oh. C'est que chaque scène, en fait, c'est plutôt qu'il faut trouver dans chaque scène ce qui va nous donner envie de la dessiner. Donc, dans chaque scène, j'essaie de me dire, ah oui, OK, ça va être chouette de dessiner. Des fois, ça peut être comme, mettons, dans la première histoire, j'avais très hâte de dessiner justement la scène avec le grand monsieur avec la contre-plongée. Ça, c'était un moment que, ah oui, ça va être chouette à dessiner, ça va être un bon moment. Ensuite, je parcours un peu vite. Dessiner Valérie en soutien-gorge, c'est sûr que... C'est intéressant. Après, la scène celle-là m'a été racontée par un ami dessinateur, Pascal Girard, qui habite aussi Outremont, et puis qui avait vu un jeune chanter sur son balcon et danser. Puis ça, je me disais, ah ouais, ça aussi, c'est un truc qui va être chouette à raconter, le parc. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est pas... Je peux pas dire que j'ai une scène en particulier que je préfère. C'est qu'à chaque fois, j'essaie de me dire... OK, celle-là, elle vaut la peine d'être dessinée pour tel moment ou tel... parce que c'est long faire la bande dessinée. C'est une page peut me prendre jusqu'à 4 ou 5 heures. C'est une journée par page de travail. Donc, puis elle est en noir et blanc, je ne la mets même pas en couleur. Donc, il faut que j'ai une motivation pour dessiner cette page-là. Il faut que je trouve le moyen de me dire, ah oui, ça va être chouette à dessiner. Bon, ça va être un peu moins stimulant, mais je sais que je vais avoir à dessiner ça, puis c'est ça qui me guide. Et c'était vraiment le chat de Salomé? C'est pas une histoire qu'on nous a racontée du tout, ça. Hein. C'est la vraie vie. Ça, c'est la première question que sont venues me poser nos lectrices du premier rang, qu'on ne connaissait pas jusqu'à il y a 1 heure, qui sont venues nous dire que... Dans les remerciements, elles avaient trouvé ça super triste. Et parce que précisément, ça montre aussi tout ce débat sur les animaux de compagnie. Alors, on a tous entendu des choses sur les chats, les chiens, et ils n'aiment pas ça, etc. Bon, c'est une question de... Moi, j'habite dans un portion de rue où il y a une maison sur 2, il y a un chien ou un chat, et une maison sur 2, il y a une famille assidique. Donc, forcément, à un moment, tout ce monde-là se croise, se connaît, se reconnaît. Et du coup, quand Charlotte s'est fait écraser par une voiture, ce qui s'est passé dans le livre est vraiment arrivé... Non, mais le seul public qui pouvait être sensible, ils le connaissent déjà. Les autres, ils sont grands, ils pleureront tout seuls devant leur livre. Et ça s'est vraiment passé, mais ça n'a pas dépassé ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en faire une histoire. Il n'y a pas besoin d'inviter toute la rue à l'enterrement de Charlotte dans l'espace de parking derrière chez nous. Par contre,
c'est vrai que c'était le chat de la petite Française. Donc le monsieur était désespéré de voir qu'il y avait une petite fille qui était si triste d'avoir perdu son chat. Et ça reste aujourd'hui, on a d'autres chats qui ont succédé à Charlotte, et ça reste un signe de reconnaissance. Quand le chat n'est pas revenu depuis 3 jours, les enfants du dessous viennent de me demander s'il est malade ou si. Donc c'est toujours pareil. L'enjeu n'est pas de la grande politique. L'enjeu est juste les traits d'union. Le quotidien. Et le quotidien, c'est que des fois, le chat essaye de rentrer chez eux. Alors voilà, on discute du chat. Comme on discuterait du chat avec d'autres gens qui ne seraient pas acidiques. C'est vraiment pas un livre qui veut ni dire qu'il y aurait la paix dans le monde, ni dire que tout va mal, mais que, à partir du moment où, moi, mon hypothèse principale, c'est que tant qu'on se parle, il y a de l'espoir. Absolument. Alors,